Les chaussures ont des semelles en bois et en guise de pommes de terre, on mange des rutabagas. Les Français doivent surmonter la peur des contrôles policiers et de la Gestapo et attendent dans l'angoisse les sirènes annonçant les bombardements. Alors les citadins essaient de se distraire. Le cinéma a toute leur faveur. La production française est exceptionnelle, avec des films comme Les Visiteurs du soir de Marcel Carné et Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot. Au théâtre, on assiste à de grandes créations. Le Soulier de satin de Paul Claudel, La Reine morte d'Henri de Monterland. En littérature, les collaborationnistes tels que Drieux-La Rochelle, Céline et d'autres trouvent facilement à se faire publier à une époque où l'ensemble de la production culturelle est soumise à la censure. D'autres écrivains comme René Char ou Robert Desnos rejoignent la résistance. Vercors publie clandestinement Le silence de la mer aux éditions de Minuit en 1942. Paul Éluard publie ses poèmes dans les lettres françaises clandestines. Si l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle rencontre dans un premier temps peu d'écho, il constitue cependant l'acte de naissance de la résistance extérieure. La France libre, qui regroupe les 7000 Français, hommes et femmes venus rejoindre de Gaulle à Londres, est à l'origine des forces françaises libres, les FFL. De Gaulle s'efforce de doter la France libre des bases d'un État capable de rivaliser avec Vichy. Les FFL, auxquels se rallient des troupes de l'Empire colonial, luttent en Afrique puis en Italie, plaçant ainsi la France aux côtés des Alliés. La résistance en France est, à ses débuts, isolée, diffuse. Elle se traduit en zone occupée par des actes de contre-propagande et de sabotage. L'organisation des mouvements y est plus difficile qu'en zone libre, où plusieurs grands réseaux se développent. Libération en 1940, Combat et francs-tireurs fin 1941. À partir de juin 1941, suite à l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, le Parti communiste rejoint la résistance. Un peu plus tard, l'occupation de la zone libre et l'instauration du STO favorisent l'organisation des premiers maquis. Sabotage, attentats, presse clandestine, opérations de renseignement, organisation de filières d'évasion constituent les principales actions de la résistance. Ces hommes et ces femmes issus de tous les milieux, de toutes les sensibilités politiques et religieuses, risquent la torture, l'exécution ou la déportation. Des étrangers comme les membres du groupe Manoukian n'hésitent pas à donner leur vie pour la France. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. La plupart de ces mouvements n'étant pas fédérés, De Gaulle envoie Jean Moulin en France pour les unifier. Le 27 mai 1943, il organise à Paris la première réunion clandestine du Conseil national de la Résistance, rassemblant les délégués des principaux mouvements. Jean Moulin est arrêté un mois plus tard par Klaus Barbie et mourra sous la torture. En juin 1943, le Comité français de libération nationale est créé à Alger. Le général de Gaulle s'impose à sa tête en dépit de l'opposition du président américain Roosevelt. Les communistes font leur entrée au comité qui devient en juin 1944 le gouvernement provisoire de la République française qui sera reconnu définitivement par les Alliés le 23 octobre 1944. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La libération du territoire est engagée. Le débarquement en Normandie, puis celui en Provence le 15 août, sont soutenus par les actions de la résistance, dont les nombreux sabotages retardent l'arrivée des renforts allemands et facilitent l'avance des Alliés. Malgré les terribles représailles de la milice et des troupes allemandes, comme à Oradour-sur-Glane où la population est entièrement massacrée par la division SS Das Reich, une grande partie du territoire est libérée ou se libère.
Le 19 août 1944, la capitale se couvre de barricades, s'insurge. Paris est libéré le 25 par la 2e DB de Leclerc, qui obtient la reddition sans condition de von Choltitz. Acclamé sur les Champs-Élysées par les Parisiens ivres de joie, le général de Gaulle impose rapidement l'autorité de l'État aux formations militaires de la résistance, aux pouvoirs locaux et notamment aux communistes. Cela lui permettra d'être reconnu par tous début 1945 comme le chef du gouvernement légal de la France libérée. La libération, c'est l'heure des comptes. Les responsables de Vichy, les collaborateurs sont poursuivis. De juin à novembre 1944, alors que la guerre fait rage, on assiste à une épuration sauvage. Près de 9000 personnes sont exécutées sans jugement. Les victimes sont avant tout des miliciens et des collaborateurs notoires. Mais les débordements existent et on assiste à de véritables scènes de lynchage. À partir de novembre 1944, une épuration légale se met en place avec la création d'une haute cour de justice. 1500 personnes sont fusillées, 45 000 sont condamnées à des peines de prison. Parmi la centaine de dignitaires de Vichy, seuls 3 sont fusillés: Pierre Laval, Joseph Darnan et Fernand de Brinon. Pétain, condamné à mort, sera gracié par le général de Gaulle en raison de son grand âge. Il finira ses jours à l'Île-Dieu. La campagne de France a été longue et difficile. Strasbourg est libéré le 23 novembre 1944 par la 2e DB du général Leclerc, Colmar le 2 février 1945. Si la plupart des villes ont été libérées par les Alliés, l'action conjuguée de la résistance et des forces françaises libres a été très importante. Et au moment où la guerre s'achève en Europe, avec la capitulation allemande le 8 mai 1945, la France est à la table des vainqueurs. Mais le pays est anéanti, meurtri, ruiné. Les pertes humaines sont énormes. 200 000 soldats français morts au combat, 400 000 civils disparus, des juifs et des déportés résistants massacrés dans les camps, des otages fusillés et les victimes des bombardements. Les combats et les bombardements ont touché tout le territoire. Des villes, des villages sont détruits. Les transports sont paralysés, la pénurie continue. Il faudra du temps, beaucoup de temps aux Français pour pardonner les trahisons, la délation, pour oublier les rancœurs et les haines. La période de Vichy continue encore aujourd'hui à hanter la mémoire des Français.